Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Mieux vaut ne pas être à Washington au milieu du mois d'août 1814. Bon, d'abord, il n'y fait pas beau, c'est un fait, mais la vérité, c'est que le risque est ailleurs que dans le ciel. À une vingtaine de kilomètres vers le nord, est en train de progresser une colonne armée qui s'approche de la ville, des hommes commandés par le major général Robert Ross et qui ont reçu l'ordre suivant: anéantir la capitale des jeunes États-Unis d'Amérique. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que le major général Ross est un général britannique, évidemment. Il a 48 ans, déjà une belle carrière dans l'armée anglaise. Il s'est battu contre Napoléon de l'autre côté de l'Atlantique. Il a gagné ainsi ses épaulettes. Et après la capitulation, après la chute de l'Empire français, il est arrivé au Canada. Il a pris la tête des armées britanniques dans cette Amérique du Nord et s'est dirigé vers le sud pour aller affronter les armées de cette jeune république américaine. Il a vaincu les Américains à la bataille de Bladensburg et désormais, il est en train de se diriger vers Washington. Le 24 août 1814, le jour même de la bataille, les 4500 soldats britanniques sont déjà dans les rues de la capitale, qui est une ville sans défense. Le président, sa femme, tous les membres du gouvernement, de l'administration, comme on dit là-bas, ont quitté la capitale quelques heures auparavant. Le président, c'est James Madison. J'avais eu l'occasion de vous raconter l'incendie de la Maison-Blanche déjà. Les officiers anglais sont divisés quant au sort à réserver à la capitale et Robert Ross n'a pas l'intention de tout détruire à Washington. Il veut seulement que les bâtiments publics souffrent et fassent les frais de la colère britannique. Son second a, lui, l'intention d'incendier toute la ville. Il faut dire qu'il s'appelle Cockburn, cet homme-là. Robert Ross a le dernier mot. On ne va toucher qu'aux bâtiments publics, donc on se dirige d'abord vers le Capitole, qui renferme la majestueuse bibliothèque du Congrès, la Chambre des représentants, le Sénat. Au soir de ce mercredi 24, ça y est, le bâtiment est en train de flamber. Et après le Capitole, les troupes anglaises se tournent vers la Maison-Blanche qui va subir le même destin. D'ailleurs, à l'époque, on ne dit pas encore la Maison-Blanche, on dit President's House, la maison du président. C'est lors de sa reconstruction dans les années suivantes et parce qu'il fallait justement camoufler un certain nombre de méchants souvenirs qu'on a tout peint en blanc et qu'elle est devenue la Maison Blanche. Ce qui sauve en partie ces deux grands bâtiments et leurs annexes qui ont pris feu dans la foulée, c'est un immense orage qui va éclater le vendredi 26 août et qui vient éteindre ce qu'il restait de l'incendie à un moment où les soldats anglais ont déjà quitté la ville. Il fallait en quelque sorte cet orage pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être dans la malheureuse ville de Washington. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, deux questions. Que venaient faire les Anglais à Washington en 14 pour détruire le Capitole et la maison du président? Et puis, quel lien y a-t-il avec notre hymne américain dont je suis censé vous raconter l'histoire? Eh bien, je vous propose de remonter 2 ans en arrière. Il existait à ce moment-là de très nombreuses tensions entre la Grande-Bretagne et ses anciennes colonies devenues donc les États-Unis. On n'en citera que deux qui sont les plus importantes. La première tension est liée à la situation d'embargo qui existe en Europe du fait du fameux blocus continental que Napoléon exerce à l'égard des Anglais. Et en réponse, celui que les Anglais exercent à l'égard de l'Empire français et de ses alliés. Les navires américains sont empêchés de commercer avec la France et avec les alliés de la France, c'est-à-dire beaucoup de pays en Europe, et les Britanniques saisissent le moindre navire qui approche des côtes françaises. Napoléon a attisé la discorde entre Anglais et Américains en acceptant évidemment de commercer avec les jeunes États-Unis, et de plus, le gouvernement anglais accepte difficilement l'accroissement de la concurrence sur le commerce international qu'exerce cette ancienne colonie extrêmement dynamique. Les Américains pensent que le Royaume-Uni viole leur droit légitime à commercer librement. Et vous savez que quand on parle des États-Unis d'Amérique, le droit à commercer librement, c'est le fondement de tout, d'une certaine manière. Et puis,
Il y a un deuxième motif de ressentiment des Américains vis-à-vis des Britanniques, c'est le droit que se donnent les capitaines anglais de fouiller en mer tous les navires américains pour s'assurer que il n'y aurait pas à bord un certain nombre de déserteurs. Il ne faut pas oublier l'extraordinaire quantité de déserteurs que toutes ces guerres en Europe ont réussi à créer. Et ça va, cette espèce de droit de fouille va attiser la rancœur. Les États-Unis et leur président, James Madison, donc, ne supportent plus que les Anglais continuent à faire comme s'ils étaient les maîtres sur le nouveau continent. Et dans l'histoire des États-Unis, voici ce que nous dit Jacques Porte. À cette exaspération se superposent les pulsions nationalistes de jeunes élus de l'Ouest et du Sud peu concernés par le commerce transatlantique. Sans trouver de solution au marasme commercial, sans espoir apparent d'une issue satisfaisante et peu au courant de l'état d'esprit à Londres, le Congrès suit le président Madison et déclare la guerre à l'Angleterre en juin 1812. Mais sans tradition militaire, avec une armée de 7000 hommes et une flotte de 16 navires, les États-Unis ne sont pas prêts à la guerre. La Grande-Bretagne, engagée en Europe, ne peut distraire aucune force vers l'Amérique de son côté. Et ça, évidemment, les Américains en sont conscients. D'ailleurs, ils tentent d'envahir le Canada, britannique évidemment. Ils vont faire face à une grande résistance locale, parviennent toutefois à maîtriser la région des Grands Lacs. On n'ira pas beaucoup plus loin, pas beaucoup plus haut. Et lorsque donc Napoléon abdique une première fois, on est en avril 1814, les Anglais peuvent déconcentrer leurs forces d'Europe et commencer à s'intéresser à ce cas américain qui était en train de devenir assez tendu. C'est ce que je vous racontais au début de l'émission, là, ces troupes anglaises qui battent les troupes américaines à la fin du mois d'août 1814, qui se ruent sur Washington, qui saccagent le Capitole et ce qui va devenir la Maison-Blanche. Et quand les troupes britanniques quittent la capitale américaine, les autorités politiques font leur retour à Washington. Et alors là, on constate les dégâts. On apprend que les troupes anglaises, désormais, font le siège de la ville de Baltimore. On est à 40 miles au nord-ouest. À la fin du mois d'août, alors qu'on est en train de nettoyer les rues d'une capitale qui subit encore les dommages de ce gigantesque incendie, il y a un jeune avocat qui apprend une mauvaise nouvelle. L'avocat, c'est Francis Scott Key. Il apprend qu'un ami qui habite entre Washington et Baltimore, a eu des problèmes avec les troupes anglaises. Cet ami, qui s'appelle Baines, qui est médecin, cet ami est accusé d'avoir lutté contre les troupes britanniques et donc il a été fait prisonnier par les Anglais. Francis Scott Key va décider de se rendre auprès de l'état-major anglais pour essayer de plaider la cause de son ami. On est au tout début du mois de septembre 1814. Or, Francis Scott Key, qui se trouve être poète à ses heures perdues, oui, il taquine la muse, comme on dit, il est en train de prendre la route de Baltimore et nous nous rapprochons de cette histoire de l'hymne américain. Donc notre Francis Scott Key est en route vers Baltimore pour il veut aller négocier avec les Anglais la libération de son ami. Il a 35 ans, cet homme-là, est originaire du nord du Maryland. Il avait été élevé dans une riche famille qui possédait des plantations. Il réalise des études de droit. Il est avocat en 1804. Ça veut dire qu'il a 25 ans, 1804. Il s'installe à Washington, où sa notoriété commence à se développer. Et à ses heures perdues, je vous l'ai dit, il écrit des poèmes qu'il adresse à sa femme et à leurs 11 enfants. En 1812, le voilà incorporé dans l'artillerie pour participer aux guerres que mènent donc les États-Unis au Canada. On est à l'époque encore avant la chute de Napoléon, et avant que le conflit fasse rage directement avec l'Angleterre. Francis quitte Washington avec sa famille le jour où les Anglais pénètrent dans la ville. Ils reviennent 3 jours plus tard. Le cabinet n'a pas été touché, toute la maison de l'avocat est intacte, mais quelques jours plus tard, il apprend donc que ce grand ami, William Baines, a été emprisonné par les Anglais. Les amis de William Baines viennent voir Francis Scott Key, le pressent d'aller négocier avec les Anglais pour essayer de le faire libérer. Il accepte, le voilà en route pour Baltimore. Nous sommes là le 12 septembre 1814, il arrive à Baltimore, il est accompagné d'un homme qui est l'envoyé du président Madison pour négocier la libération non seulement de ce prisonnier, mais d'un certain nombre d'autres.
L'émissaire en question s'appelle John Stuart Skinner. Et quand le major général Robert Ross apprend que ces deux hommes sont aux abords de Baltimore, il refuse de les recevoir. Non, mais il a quand même d'autres chats à fouetter. Ça fait plusieurs jours que les armées britanniques font le siège de Baltimore, aussi depuis la terre ferme, bien sûr, mais aussi depuis l'estuaire du fleuve Patapsco. On est dans la baie de Chesapeake. Et le major général Robert Ross a l'intention de faire plier cette ville de Baltimore. Et c'est depuis un navire, lui, qu'il observe la cité. Baltimore qui est défendu par un fort qui s'appelle le fort McHenry, où sont retranchés un certain nombre de soldats qui empêchent les Anglais de débarquer. Or, en surplomb de ce fort, il y a le drapeau, un grand drapeau américain. Robert Ross s'impatiente. Depuis qu'il est arrivé sur le continent américain, c'est la première fois qu'il est ralenti. Jusqu'ici, tout se passait vraiment très bien. Mais là, à Baltimore, il a le sentiment de tomber sur un os. Il y a une vraie résistance face à lui et il repense à l'information qui lui avait été communiquée à l'instant au sujet de ces deux hommes là qui viennent négocier la libération de ce médecin civil. Et après tout, il se dit que cet homme est inoffensif, qu'un prisonnier est toujours encombrant, qu'il nécessite, il immobilise des hommes pour le surveiller. Donc, moins on aura de prisonniers à surveiller, plus on aura d'hommes disponibles pour faire tomber Baltimore. Et il accepte donc de recevoir le fameux avocat, ainsi que l'émissaire du président des États-Unis. Et il demande à ce qu'on les conduise jusqu'à son navire, donc dans la baie de Chesapeake, au large de Baltimore. Nous sommes le matin du mardi 13 septembre. Les deux Américains sont amenés sur un navire qui les conduit donc au vaisseau amiral. Robert Ross les accueille très courtoisement. Il s'assied à une table, il les fait asseoir en face de lui. On est sur le pont du navire, on va partager un repas. Le major général écoute les récriminations des deux Américains et après une petite heure, moins d'une heure d'ailleurs, entre une demi-heure et une heure de discussion, il accepte de libérer le fameux médecin, ainsi d'ailleurs qu'un certain nombre de civils. Alors les deux Américains sont ravis, tout le monde est satisfait. Seulement, au moment de les raccompagner jusqu'à leur chaloupe, le major général leur dit qu'ils ne peuvent pas rejoindre la terre tout de suite. D'un instant à l'autre, tous les navires britanniques vont bombarder le fort McHenry. Et comme ils sont au courant de l'attaque, il n'est pas question évidemment qu'on leur permette de retrouver la terre ferme. Il va donc falloir qu'ils observent le bombardement du fort depuis les ponts du navire. Les deux Américains là sont un peu embarrassés. Certes, ils viennent d'obtenir la libération d'otages, ils ne veulent pas s'opposer directement au major général. Les voilà donc sur ce navire anglais à attendre la fin d'un bombardement qui s'éternise. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce bombardement, il va durer 25 heures. Alors il y a à bord évidemment des cabines, il y a des victuailles, etc. Ils voient tout ça, ils voient ce bombardement, leur fort, leur pays, leur drapeau canardé par cette flotte anglaise. 25 heures d'assaut. Et le matin du mercredi 14 septembre, on est toujours en 1814, Francis regarde le pauvre fort complètement fumant et il a la surprise d'y voir encore le fameux drapeau américain. Et c'est à ce moment-là qu'il a l'idée de son fameux poème. Je vous l'ai dit, c'est un poète du dimanche. Il prend du papier, un crayon et voici ce qu'il écrit. « Oh, dites-moi, voyez-vous aux premières lueurs de l'aube ce que nous saluions si fièrement aux dernières lueurs du crépuscule et dont les larges bandes et les étoiles brillantes dans la bataille périlleuse au-dessus des remparts que nous gardions flottaient si vaillamment et l'éclat rouge des fusées, les bombes explosant dans les airs prouvaient tout au long de la nuit que notre drapeau était toujours là. Oh, dites-moi, est-ce que la bannière étoilée flotte encore sur le pays de la liberté et la patrie des courageux ?» Il va écrire comme ça 4 strophes qui se concluent à chaque fois par la phrase « le pays de la liberté et la patrie des courageux ». Ça y est, les paroles de l'hymne sont déjà prêtes. 14 septembre 1814, donc ça y est, le bombardement est terminé. Francis et son ami peuvent retourner à terre et l'auteur des 4 strophes a composé ces lignes en ayant en tête un air extrêmement populaire qui s'appelle la chanson anacréontique.
C'est cet air qui va servir de base, en quelque sorte, à l'hymne. Francis va faire imprimer ses paroles. Il appelle la partition « Défense du fort McHenry ». Le fort McHenry, d'ailleurs, qui ne capitulera jamais. Peu de temps après, la guerre prend fin. On arrive à une espèce de situation de statu quo entre Anglais et Américains à l'issue de cette guerre de 1812-1814. La chanson de Francis Scott Key devient populaire. Elle est chantée de plus en plus souvent lors des cérémonies patriotiques, qu'elles soient ou non militaires d'ailleurs. Et assez vite, la partition va changer de nom. C'est plus la défense de Fort McHenry, c'est The Star Spangled Banner, c'est-à-dire la bannière étoilée. Une chanson qui plaît, mais qui va quand même susciter un certain nombre de réticences. D'abord parce qu'elle est un peu difficile à chanter, elle exige un registre vocal étendu, la mélodie s'étend sur une octave et une quinte. Il faut donc un bon contrôle de la respiration pour chanter cet hymne. C'est pas l'hymne le plus facile à chanter, on va se rendre compte de ça à l'occasion des Jeux Olympiques là. Puis le deuxième reproche, il le porte sur les origines de l'air. Le chant est censé glorifier les États-Unis, le drapeau, mais l'air en question a été composé par un Anglais dans la deuxième moitié du XVIIIe. Il s'agit d'une chanson à boire, et même c'était un test de sobriété. Si les gens étaient capables de chanter un couplet de la chanson en question, ils pouvaient continuer à boire. La chanson dit « Je vais vous instruire à mêler comme moi le myrte de Vénus avec la vigne de Bacchus ». Bon, vous avouerez qu'on a quand même trouvé pour un hymne national des origines parfois un peu plus nobles quand même. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1843, notre Francis Scott Key meurt à l'âge de 64 ans. À l'époque, les États-Unis n'ont toujours pas d'hymne national, mais en 1843. Dans les années 1920 seulement, beaucoup plus tard, c'est un membre du Congrès qui s'appelle John Charles Linthicum qui va faire voter à 6 reprises que cette bannière étoilée comme hymne, mais à chaque fois, il essaie d'obtenir une majorité à la Chambre et il ne l'obtient pas. En 1927, on lance un concours pour l'écriture d'un hymne, mais comme aucun résultat n'est satisfaisant, eh bien, on ne désigne pas de vainqueur. Il va falloir attendre 1930. Les anciens combattants américains de la Première Guerre mondiale se rassemblent. Ils décident de lancer une pétition pour désigner ce chant, la bannière étoilée, comme hymne officiel. 5 millions d'Américains signent la pétition. Mais les institutions, pour l'instant, rechignent un peu. On trouve que cet air est décidément trop difficile à chanter. Alors, le 31 janvier 1931, vous voyez qu'on arrive dans une période quand même relativement récente, il y a moins d'un siècle, le 31 janvier 31, 2 grandes chanteuses américaines, Elsie Joss Reilly et Grace Evelyn Bodlin, vont interpréter l'hymne à l'extérieur du Congrès. Elles veulent prouver que le chant n'est pas si difficile que ça à interpréter. Une foule considérable est venue les écouter. On a fait une véritable opération promotionnelle. Et puis, la foule qui est là va reprendre en chœur. C'est un moment assez extraordinaire. Et sous la pression d'une foule qui veut chanter, si j'ose dire, eh bien, la Chambre des représentants va finir par voter The Star Spangled Banner comme hymne officiel. Le Sénat suivra le 3 mars de cette même année 1931 et le lendemain, le 4 mars, le président, qui à l'époque est le président Herbert Hoover, va signer le décret qui fait de ce chant dont vous connaissez toute l'histoire, histoire des paroles, histoire de la musique, qui va faire donc de ce chant l'hymne américain. Vous avouerez que le chemin a été long et difficile. À partir de 1931, eh bien, on peut dire qu'il y a un hymne national, tout ce qu'il y a de plus officiel pour le pays, et je cite ce fameux vers, pour le pays de la liberté et la patrie des courageux. Vous écoutez Radio Classique.